Petit-fils d'agriculteur, Jean-Louis Fabiani est aujourd'hui un intellectuel installé, publié, réclamé dans les plus grandes universités. Comment s'est opérée cette genèse? Comment le rejeton d'une modeste famille de Vénaco a-t-il pu s'extraire de son champ social, pour reprendre l'expression de Bourdieu, et investir l'élite de la société? C'est à découvrir tout de suite, et avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Jean-Louis Fabiani. Merci, merci. C'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui m'a, je pense, orienté toute ma vie, qui est mon grand-père. Mon grand-père est donc né à Vénaco, qui est le village de la famille, en 1890. Et il était le fils du boucher du village qu'on appelait Chavat. Et il a quitté la Corse à 13 ans comme enfant de troupe. Et il s'est débrouillé tout seul. Il a été incorporé au moment du début de la guerre de 14. Et aussi, parce qu'il faut le rappeler, beaucoup de Corses sont morts pendant la Première Guerre mondiale du fait que ses deux frères ont été tués sur le front et qu'il a été mis à l'arrière du front. C'est intéressant, c'est comme le soldat Ryan, lui. Comme il y a deux de ses frères qui sont morts au Dardadel, je crois, de toute façon. Oui, oui. Lui, on l'a retiré du front, voilà. Effectivement, c'est incroyable. On l'a retiré, on l'a mis à l'arrière, oui. Puisqu'il a continué. Et donc, il a survécu, et nous sommes là à cause de ça. Et donc, après la guerre, la Corse était dans une dépression à l'époque. Et il est parti en Algérie pour construire les lignes téléphoniques. Il était ce qu'on appelait un ouvrier monteur. Et donc, en Algérie, il y a deux choses. Il y a son éducation qu'on pourrait appeler syndicale et politique, où il a appris beaucoup de choses en lisant. Moi, j'ai appris dans sa petite bibliothèque. Et surtout, il a eu la chance, comme il était assez astucieux, j'imagine, à l'époque, le téléphone était une rareté, donc il l'a installé chez des familles aisées d'Algérie, des colons ou des professions libérales, et il est entré en contact avec eux. Et c'était sa deuxième éducation, une éducation sociale. Et son fils va hériter un petit peu de ça. Oui, et moi aussi. Et vous aussi. C'est un héritage qui se transmet. Complètement, complètement. Voilà. Mais avant d'arriver à vous, j'aimerais qu'on revienne sur votre papa, justement. Oui, ben voilà, un intellectuel de l'après-guerre, vous voyez, c'est l'époque de Sartre. L'existentialisme, vous voyez, ce genre de costume. On ne voit plus ça aujourd'hui. Les intellectuels étaient en costume. Sartre avait longtemps une cravate, avant la petite veste en tricotine des vieux jours. Michel Foucault avait aussi toujours un costume cravate. Et là, on voit l'intellectuel, vous voyez, avec sa pochette, ses lunettes, sa coiffure. Et c'est tout à fait lui, jeune, tel que je l'ai connu. C'est un génie de la pédagogie quand même, il n'est pas professeur par hasard. Oui, oui, ah oui, oui. Je ne sais pas d'où il tient ça, mais en tout cas, il m'a appris le latin et le grec. Il a appris à mes enfants à faire du vélo en 20 minutes, voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas vous qui avez appris à vos enfants à faire du vélo? Non, ça aurait été trop long. Et puis votre papa, il a quand même une blessure que vous allez découvrir assez rapidement, et c'est pour ça que j'ai mis son portrait juste à côté. Venez à côté de moi. C'est ça c'est quelque chose qui va quand même faire partie de la famille aussi, et pouvez-vous m'en dire quelques mots? Bien, les absents sont souvent plus présents que les vivants, et donc Madeleine, c'est sa sœur fausse jumelle, donc ils sont nés le même jour, et elle est morte d'un cancer du sein à 22 ans. Donc lui était au lycée, elle était à l'école primaire supérieure, et elle s'apprêtait à devenir institutrice. Et donc il y avait sa photo. C'est une sorte de grand mystère parce que mon père était très pudique, ses parents aussi, et donc on n'en parlait pas beaucoup. C'était cette absence très présente qui a marqué notre enfance. Continuons de progresser un petit peu avec la famille, et on va venir justement là, la rencontre de vos parents avec Dominique. Jean qui rencontre Dominique. Oui, ils se sont rencontrés au village. Vous voyez, ça ne se fait plus guère aujourd'hui. Pour moi qui étais très cosmopolite, c'est une rareté. Donc ils sont connus à Vénaco après la guerre.
elle, c'est de la famille Biagini. Biagini, donc c'est un nom toscan. Ouais. Et donc mes ancêtres sont venus de Toscane pour la construction du chemin de fer. Ils étaient ouvriers et ça a été au village un grand événement puisque les femmes sont aussi venues pour coudre, etc. Donc il y a eu la construction du chemin de fer a été très importante à Venaco et elle a donné lieu à des mariages avec des Corses. Donc je ne suis qu'en toute petite partie toscan. Votre papa est disparu, votre maman est toujours vivante, elle, par contre, elle habite toujours à Venaco. Toujours, et elle est autonome. Elle porte encore ici le signe de deuil de mon grand-père maternel. Eh bien, votre grand-père maternel, on va y venir. On va d'abord passer par cette photo qui est magnifique, là. J'adore voir la photo de vos parents. Oui, oui, c'est la jeunesse. Oui, vous voyez le stylo sur dans la poche. Oui, là, ils sont... C'est comme ça que je les ai connus. Mes premiers souvenirs, c'est ça. Et vous aviez un vrai rapport avec votre papa, à tel point que je me suis permis de regarder. Je sais que avant de mourir, votre papa, vous l'avez enregistré. On va écouter un petit peu. Oui, j'ai le projet d'un livre. Voilà, on écoute un petit peu ce que ça donne. Ici. C'est pas enregistré là. Si. Ça commence. Oui. Oui, mais tu peux. Après, c'est juste une base. Moi, je pensais. La naissance, pas grand-chose. Ah. Et surtout. Avant 3 ans. Voilà. La rue de la démocratie. Voilà, c'est comme ça qu'on a appelé le truc. Quels sont les habitants qui sont les. Voilà, alors tu commences par la description. Alors, pourquoi vous voulez, des choses vers 3 ans. Pourquoi vous l'avez enregistré, votre papa, avant de mourir? Pourquoi? Parce qu'il était très gravement malade, il avait 96 ans, et je savais qu'il n'y aurait pas d'amélioration, donc j'ai voulu garder cette mémoire qui me semblait, comme il était pudique et comme il n'était pas narcissique, tout ça, j'ai eu l'impression que ça allait se perdre. Et j'ai voulu le garder, donc... Sur lui, là. Le capitaine Biagini. Voilà, oui, ce capitaine... Importantissime, lui, dans votre vie, quand même. Oui, et absent, bien sûr, puisqu'il est mort 4 jours après le mariage de mes parents. Et il faisait partie de ces instituteurs officiers de réserve qui menaient les gens de leur village au combat. Et donc, il est resté, disons, quelqu'un de très respecté. C'est la deuxième personne qui, sans que je l'ai connu, a... inspiré mon enfance, où il y avait sa photo, il y avait son casque. Et puis vous qui arriviez du continent, parce qu'on va arriver à vous, quand vous arriviez en Corse et qu'on vous disait « Oh, mais tu es le petit-fils du capitaine Biagini », oui. ça vous procurait quoi d'ailleurs? De la fierté, je crois, puisque apparemment c'était un homme qui savait, qui était très humain, qui savait bien agir avec ses troupes et qui était surtout un très bon instituteur. Comme mon père. On arrive à vous, justement. Alors, la photo de classe, parce que le savoir et l'école vont jouer un grand rôle dans votre vie, mais surtout des photos de classe où on est à Médéa, en Algérie. En Algérie. Vous allez grandir là-bas, vous. Et ça, c'est l'école maternelle. Et surtout, vous allez partir précipitamment, justement, de l'Algérie. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant que vous êtes à l'école, il y a l'OAS qui tue. Racontez-moi un petit peu cet épisode qui est certainement assez traumatisant dans votre enfance. C'est le début de la guerre d'Algérie en novembre et donc j'ai appris à lire dans les journaux la guerre d'Algérie, que c'est une guerre de libération, mais c'est aussi une guerre civile qui tue des proches, etc. Et mes parents étaient ce qu'on appelait des libéraux, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas indépendantistes, mais qui pensaient que l'Algérie devait évoluer et que les Algériens devaient être des citoyens égaux, ce qui n'était pas, aux Européens. Et donc mon père a été sur la liste noire de l'OAS en 1962, et donc les derniers mois ont été très, très inquiétants et très violents. Et à tel point que vous allez être obligé de partir en 4e vitesse. Voilà, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Vous allez atterrir d'abord dans un camp de réfugiés du côté de Marseille. Une nuit. Une nuit, et puis après direction la Manche. Oui. Et la Manche, on ne va pas en parler là, si vous le voulez bien, Jean-Louis. On va voir ce que ça va faire quand vous arrivez en France, mais c'est par là qu'on va en parler. Allez, venez avec moi. Bon, c'est bon, non? C'est toujours impressionnant. Parce que c'est vrai, c'est des petits médaillons.
Prenez place, Jean-Louis. Merci. Et on a traversé la Méditerranée, et d'un coup, Jean-Louis, la lumière s'éteint. Voilà. Le soleil est parti. Je vois mon petit frère, ici, qui avait des cauchemars et qui avait très peur. Il a très mal vécu la fin de la guerre. J'avais plus en tête à quel point il avait été... on peut parler de trauma, je crois. Et ma sœur aussi a l'air très triste, je trouve. Vous, en revanche, le trauma, il est à l'école. Oui. Ben, nous avons eu... Oui, parce que c'est comme si... pour moi, l'Algérie, c'était un pays béni. Alors, parce que la guerre, ça rend intelligent, malheureusement. Ça mûrit. Et donc, j'étais dans un univers très, très violent, mais où les échanges étaient, y compris avec... on avait des enseignants qui étaient membres du FLN. J'avais l'impression de vivre déjà dans un monde d'adultes. Et là, j'étais revenu, disons, à... comment dire, à un monde sans saveur. Et je suis devenu à ce moment-là très, très solitaire. J'ai perdu le sens de la vie en société, je crois. C'était... mais mes frères et sœurs, là, me frappent par leur regard inquiet, vous voyez ? Alors que c'est la Normandie, c'est la paix, c'est la verdure. Et mes parents ont vécu ça de manière inverse, comme un soulagement. Peut-être se sont-ils ennuyés, je n'en sais rien, mais pour eux, c'était, voilà, on est sorti de quelque chose d'inextricable. Et nous entrions dans un autre monde parce que il n'y avait plus le soleil, il n'y avait plus les copains, il n'y avait plus... Et vous qui vous retrouvez, j'ai l'impression, subitement, en tout cas, peut-être pas subitement, mais premier de la classe, en tout cas, sans aucun effort. Voilà. Hein, c'est ça, il y a plus, vous n'avez même plus de bons élèves à qui vous confrontez. Voilà. Et bien vous décidez peut-être de votre vie, là. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, là, justement ? Mon père m'a dit, va en Hippocagne. Et lui-même avait fait la fameuse Cagne d'Alger que Camus avait faite, etc. Et il m'a dit, tu n'y perdras pas ton temps. Mais jamais je n'ai eu la vocation d'être un universitaire. Ce n'était pas mon rêve. Donc je suis allé comme ça. Et puis finalement, j'ai trouvé que là, j'ai retrouvé en Hippocagne, à Caen, toujours en Normandie, le goût du débat, enfin, c'était les années post-68, donc il y avait beaucoup d'effervescence. J'ai découvert la vie intellectuelle à ce moment-là. Et être intellectuel, Jean-Louis, ça passe, à l'époque, par ça. Et voilà mon maître de philosophie, Louis Althusser. Louis Althusser. Oui. Alors, ce qui est intéressant, la philosophie, c'est que vous allez aller jusqu'à l'agrégation, philosophie. Et puis, une fois que vous êtes agrégé, votre maître, Louis Althusser, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous n'êtes pas vraiment fait pour la philosophie. Mais je l'aimais beaucoup et j'aime toujours. Je me souviens de notre première rencontre, il m'a dit, tiens, tu es né à Alger, on se tutoyait, tu es né à Alger, comme moi. Puis je vais voir Jacques Derrida, qui était l'autre prof. Jacques Derrida, tiens, lui me disait, vous êtes né à Alger comme moi. Et donc je me suis senti en pays de connaissances. Mais Althusser avait vu que je n'étais pas un vrai théoricien et que j'étais plus intéressé par la personne qu'on va voir derrière, justement, en 72. Oui. Et on va voir une image en 74. Vous êtes vachement intéressé par lui. La pratique culturelle, c'est l'ensemble des pratiques telles que la fréquentation du musée, la fréquentation du concert, la fréquentation du théâtre, la fréquentation du cinéma, etc. Et on donne le nom de pratique culturelle à l'ensemble de ces conduites. Par une simple observation des comportements, on peut parvenir à une connaissance assez approfondie des attitudes inconscientes, à une connaissance donc meilleure peut-être que celle qu'on obtiendrait si l'on recueillait seulement les discours qui risqueraient toujours d'être idéologiques. Et oui, c'est Pierre Bourdieu
Alors j'ai d'abord correspondu avec lui, et puis après je me suis dit, voilà l'homme qui me convient, puisqu'il est philosophe, il s'intéresse à des concepts, des idées, etc. Mais en même temps, il fait des enquêtes, il en parle ici. Il fait des enquêtes qui vont au-delà du recueil de discours, des entretiens. Il essaye de décrire ici ce qu'est la relation à l'art. Et je me suis dit, il faut que je travaille avec cet homme. Et effectivement, pendant plusieurs années, j'ai fait ma thèse avec lui. J'ai publié mon premier livre dans sa célèbre collection Le Sens commun. Et après, bien entendu, voilà. Meurtre du père, voilà mon premier livre, oui, avec la promotion de... Ça, c'est effectivement, c'est le livre de votre thèse, effectivement. Oui. Mais vous l'avez dit, vrai coup de foudre avec Pierre Bourdieu. Mais c'est intéressant parce qu'à l'occasion de la publication, enfin, pas avant la publication de votre thèse, lors de la soutenance de votre thèse, vous écrivez donc sur ces philosophes de la Troisième République. Comment elle s'appelait la thèse d'ailleurs? C'était plutôt La crise du champ philosophique, c'est un titre très prétentieux, contribution à l'histoire sociale du système d'enseignement. Et là, quand vous la soutenez avec lui dans le membre du jury, il ne vous soutient pas, lui, pour le coup. Il est le plus critique sur la méthode. Incroyable. Et comment vous le prenez? Parce que il y avait, encore une fois, c'est un vrai coup de foudre presque amical qui vous lie tous les deux. Vous aviez une vraie relation. Ce n'est pas de l'amitié, c'est une relation qui est probablement très profonde, qui le reste, même si je l'ai beaucoup critiqué après. Mais à ce moment-là, je suis déconcerté, mais pas dépité, ou je me dis, il est comme ça. Au fond, il est exigeant. Il est exigeant, mais il cherche un peu à vous humilier comme ça en public quand même, non? Bourdieu était un homme mystérieux, puisque j'ai publié ce qui est un honneur insigne dans sa collection. Je veux dire, il y a une exposition d'Éditions de minuit à la Bibliothèque nationale de France où ce livre était en majesté. Donc pour moi, ça a été le coup d'accélérateur, vous voyez. Il a mis 8 ans à me publier. Mais sur le moment, oui, je me suis dit, bon, voilà, c'est un maître sévère. Et à la même époque, 73, en 74, il y a une autre rencontre aussi fondamentale dans votre parcours. C'est celle-là. Oui. Oui, je me souviens de la soirée. C'était dans la salle du SAN à l'École normale supérieure. Jusqu'à ce moment-là, j'avais été une sorte de gauchiste amateur, voilà, et je l'ai entendu parler avec sa voix saccadée, etc. Et je me suis dit, ben voilà mon maître en politique. Et je n'en ai pas changé d'ailleurs. Alors peut-être c'est une erreur, je ne sais pas. Mais pour moi, alors, on m'a dit c'est parce qu'il avait une vague ressemblance avec mon père. Et est-ce que c'est grâce à lui ou grâce à autre chose que vous vous retrouvez là, justement? Oui, je pense. J'ai travaillé à mi-temps au groupe de prospective du ministère de l'Environnement, où Huguette Bouchardot, qui était du PSU, comme d'ailleurs Michel Rocard, quand je l'ai connu. J'ai connu Michel Rocard au moment des assises du socialisme, donc où le PSU basculait au PS. Et donc Huguette Bouchardot, qui se trouvait être aussi une agrégée de philo, était une femme de gauche, mais qui a découvert, disons, la question de l'environnement. Et donc j'ai travaillé dans la prospective de 84 à 86, et j'ai organisé, avec le soutien de Madame Bouchardot, un grand colloque qui s'appelle « La société vulnérable » et qui est devenu un classique. C'est un livre collectif, donc je n'ai fait que la préface et la coordination, mais qui est devenu un des tout premiers livres en France sur l'environnement, donc qui continue à être vendu et cité. C'est une rente. Comme vous l'avez dit, ça vous le faites à mi-temps, avec Huguette. Et en même temps, vous êtes enseignant à Rudulme. Et voilà. puis va arriver l'année 1988, oui. Où là, il va falloir vous consacrer à une seule activité. On n'en parle pas là, on en parle dans une autre pièce. D'accord? Allez. À
Allez Jean-Louis, dernier espace pour vous retrouver donc comme promis à temps plein et surtout, En Corse. eh oui, Et voilà. le Oui. nouveau visage de la culture. Vous êtes DRAC, directeur Voilà. régional aux affaires culturelles. Eh bien oui, comme vous vous souvenez, au printemps 88, Mitterrand est réélu et il nomme comme Premier ministre Michel Rocard. Et donc, c'est le moment où Rocard tente sa politique en Nouvelle-Calédonie, où Pierre Joxe est ministre de l'Intérieur et où on pense à rouvrir le dossier corse. Et donc, on cherche un directeur des affaires culturelles et on me demande... Comment ça se fait qu'on vous demande, vous, qui est-ce qui est derrière tout ça? derrière, pas de conspiration, simplement on cherche quelqu'un qui soit à la fois corse, mais qui ait des intérêts qu'on pourrait dire républicains, et qui soit attentif à la nouvelle réalité culturelle corse, sans toutefois renoncer à installer la Corse dans le monde Ça va être votre d'aujourd'hui. feuille de route, parce qu'effectivement, là, vous faites la couverture de Kiern Magazine, c'est assez beau. Et la feuille de route, c'est lui qui vous la donne. Voilà. Hein? Oui, c'est lui. Et la feuille de route aussi, c'est quand même de vous entendre avec les nationalistes, avec le Riaquis, tout ça, c'est quelque Oui. chose aussi, le dialogue à tout prix, parce qu'il faut savoir que la DRAC avait été quand même, avait été un petit peu sulfureux. Voilà, quand vous la arrivez. DRAC avait été quasiment fermée après l'affaire dite de la prison d'Ajaccio, où le commando avait été composé pour l'essentiel de membres de la DRAC. Eh ouais. Ce qui, au départ de langue 1, puisque moi je suis arrivé au moment de langue 2, avait créé une sorte d'angoisse, de désespoir, puisque Dominique Vallon, qui était le directeur du développement culturel au ministère en 81, misait beaucoup sur la Corse. C'était quelque chose, une région dont il pensait qu'elle pourrait servir vraiment d'exemple du développement culturel. Donc, tragédie, on veut oublier la Corse, et donc, dans les administrations centrales, pas du côté du cabinet de Jack Lang, mais j'ai eu quelques réticences très souvent pour faire entendre mon point de vue, qui était d'ouvrir encore plus le dialogue. C'était ma feuille de route. Jusqu'en 91. Oui. Et pendant que vous faites ça à plein temps, j'imagine que ça doit être un travail de dingue, j'ai lu cette photo. Parce qu'il y a cette tendresse. Déjà, je n'ai pas beaucoup de photos. Et puis, on vous voit travailler avec votre fille. Oui. Pendant que vous êtes en Corse, vous pensez quand même un petit peu au futur. Et c'est en Corse que vous préparez votre entrée, votre concours à l'EHESS, Voilà. École des hautes études en ma sciences sociales. Ma fille Léa m'aide déjà à préparer, oui, ce dossier qui va me permettre de revenir à l'enseignement supérieur et surtout à la recherche. Et surtout à la recherche. Et à ce titre, quand vous allez l'intégrer, l'école des hautes études, vous allez devenir quelqu'un qui compte dans la recherche. Et je l'ai matérialisé, dites-moi si je me trompe, par ceci, vous allez beaucoup voyager, des postes, est-ce qu'on peut le dire, des postes de visiting, c'est ça? Oui, j'en ai plusieurs, à Chicago, ce dont je suis le plus fier, à l'Université de Michigan, à Ann Arbor, à Montréal. Stockholm aussi, je crois. Stockholm, oui. Et ici, donc j'ai beaucoup travaillé au Brésil à la fin des années 90, mais les années 2000 ont été plus consacrées à la fois à l'Argentine, qui n'est pas ici, et surtout au Chili, où là, je fais la rentrée du master à Santiago, à l'Université nationale de Santiago. Mais il va y avoir un événement dans votre vie qui va compter. Je vous en prie, c'est là. Il y a ça qui se passe un beau jour. Oui, Pierre Bourdieu Meurt. Vous n'êtes pas invité à l'enterrement de Pierre Bourdieu. Non, parce qu'il a voulu que ça se fasse en petit comité. Mais vous n'avez même pas fait partie du petit comité. Ça m'a un peu attristé parce qu'il avait été lui-même aux obsèques de Jean-Paul Sartre, où il y avait 10 ou 15 000 personnes, je crois, dans Paris, et il marchait, bien qu'il ne fût pas du tout sartrien. Et je pense qu'il faut rendre hommage à nos maîtres. Et j'étais un peu frustré Et est-ce qu'à cause de cette frustration, alors que vous commettez ces ouvrages? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout un déni. J'ai commencé à critiquer Bourdieu dès 1990.
91. Donc, bien avant sa mort. C'est bien avant sa mort. Et parce que vous allez loin quand même, vous allez jusqu'à dire, là, notamment dans des conférences ou dans ce livre, que la sociologie, en fait, n'est pas vraiment une science, finalement. Non, je crois, alors je n'irai pas de manière aussi frontale dire cela, mais c'est une science d'un type particulier qui est, je ne suis pas le premier à le dire, mais qui n'est pas une science naturelle. Et donc il faut l'admettre pour pouvoir faire de la sociologie. Je pense que l'idée d'une... C'est plus une philosophie, en fait, non? Oui, Bourdieu, c'est une théorie générale. Alors, il a qui a une grande valeur philosophique, mais qui ne me semble pas à même de rendre compte de la diversité du monde. C'était ça l'idée. En même temps, j'ai beaucoup travaillé sur l'intérieur de l'œuvre et c'est une forme d'hommage, je crois, à Bourdieu que ses fidèles n'y ont pas vu parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on ouvre le débat, c'est tout. Mais ce livre est de 2007, je crois, et j'avais commencé depuis longtemps à essayer de critiquer de l'intérieur, en sociologue de la culture comme en praticien quand j'étais en Corse, les concepts de Bourdieu à partir d'études diverses. Il y a 2 textes sur la Corse d'ailleurs dans ce volume. Autre rencontre fondamentale pour vous, parce qu'il a des rencontres, venez, approchez-vous. On va la découvrir sur cet écran. Oui, c'est Yehuda Elkana. Et j'ai découvert un homme extraordinaire, probablement peut-être le plus, un homme qui a été déporté à Auschwitz à 14 ans et qui en est revenu et qui est devenu un Israélien critique et qui a écrit un éditorial dans le quotidien israélien Haaretz qui s'appelle « The Right to Forget », où il disait il faut sortir de ce moment, disons, où nous ne cessons de rappeler ce qui s'est passé. Pour quelqu'un qui a été à Auschwitz, c'est un courage extraordinaire. C'est probablement la personne la plus forte que j'ai rencontrée, très ironique, et avant de mourir, la dernière chose qu'il m'a dite, c'est « You're a treasure ». Il ne parlait pas français. Et pour moi, c'était comme une bénédiction. Vous voyez, oui. voilà. Mais avant de mourir aussi, il vous a dit « Viens avec moi dans mon université ». Oui. Et il vous a dit « Viens avec moi ici ». Voilà. Oui. On est où là? Là, on est à Budapest, notre premier siège. L'université Georges Soros. Voilà, enfin, c'est l'université d'Europe centrale fondée par Georges Soros. Le milliardaire Georges Soros, voilà, qui nous a donné carte blanche pour fonder une université post-communiste, inspirée par la société ouverte de Karl Popper, Open Society, donc une entreprise, disons, pour construire le monde de l'Europe centrale et de l'Est après que le communisme l'avait largement détruite. Et construire le monde nouveau, ça passe aussi par des écrits et un peu plus de liberté dogmatique. Et on finira avec cette image, dites-moi si je me trompe, mais c'est celle-là. C'est votre dernier ouvrage. Vous, le sociologue, vous écrivez sur... Clint Eastwood. Oui, j'ai profité d'un séjour aux États-Unis il y a 5 ans pour me plonger dans les bibliothèques et pour me poser... D'abord parce que j'aime Clint, au départ. Moi aussi, hein. Voilà, je pense que beaucoup de gens aiment Clint, mais ce qui m'intéressait chez Clint, c'est quelqu'un qui est, comme on dit aujourd'hui, approprié par des catégories d'individus très différents. C'est l'acteur blanc préféré par les ouvriers noirs aux États-Unis. Ça, c'est alors qu'il a une réputation un peu de conservateur, alors à mort en plus. Mais les ouvriers noirs aux États-Unis pensent que c'est leur acteur blanc préféré, de très loin. Et il a été aussi revendiqué par les féministes radicales américaines, qui y voient le déconstructeur de la masculinité. Clint Eastwood. Absolument, le macho. C'est un objet d'étude sociologique, effectivement, c'est intéressant. Et donc, moi, j'étais fasciné par ces contradictions et qu'on peut trouver dans une œuvre populaire, comme celle de John Ford ou du grand cinéma classique américain, une œuvre qui s'adresse à des publics très différents et qui les fédère. Allez, venez. La dernière photo, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ça a été un véritable plaisir de vous rencontrer, de vous écouter, Jean-Louis.
À bientôt, tout simplement. Merci à Vous vous. revenez quand même de temps à autre à Vénaco. Oui, mais il y a encore Oui, un moment, de toute façon. oui, Donc, déjà, c'est dans un obligé. mois. À bientôt, alors. Au revoir.